Je suis pauvre, alors il ne me laisse pas entrer. Les mots n'étaient qu'un murmure, mais pour lui, ils résonnaient plus fort que les sirènes. Et comme ça. La phrase silencieuse d'un enfant a brisé la routine d'un milliardaire. Des histoires comme celle d'Anna nous rappellent que les plus petites voix portent souvent les plus grandes vérités. Dites-nous dans les commentaires, que signifie pour vous une seconde chance? Connaissez-vous un endroit où chaque enfant devrait être le bienvenu? Indiquez son nom ci-dessous. Aimez cette histoire si elle a touché votre cœur et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires puissantes qui méritent d'être entendues. Ethan Caldwell se figea en plein pas. Un pied toujours sur le trottoir devant la Rose Hill Academy. Il se rendait à une réunion du conseil d'administration à enjeux élevés ou une autre initiative, un autre projet d'investissement. Comme d'habitude. Mais ça? Ce n'était pas habituel. Elle se tenait près de la porte, une petite fille à la peau brun foncé, pas plus grande que sa taille. Ses cheveux étaient soigneusement tressés en rangées, son sac à dos était vieux, une sangle était rapiécée avec du ruban adhésif. Ses chaussures étaient usées. Mais sa voix, douce et incertaine, le transperça d'une manière qu'aucune salle de réunion hostile n'avait jamais eue. Elle avait peut-être 7 ans. Et son nom, dit-elle, était Anna. Ethan, 43 ans, entrepreneur milliardaire. Chouchou de Wall Street et de la Silicon Valley, avait bâti un empire de précision et de puissance. C'était l'homme qui a résolu les problèmes avec le capital. Perturbé les marchés et vaincu l'adversité grâce à son intellect pur. Mais rien dans sa vie ne l'avait préparé au choc de la déception silencieuse d'un enfant. « Comment t'appelles-tu déjà » demanda-t-il, à peine plus aucun murmure lui-même. « Anna » répondit-elle en s'essuyant le nez du revers de la main. « Ma mère a essayé de payer les frais. Mais je suppose que ce n'était pas suffisant. Je voulais vraiment apprendre ici, mais ils ont dit non. » Elle n'a pas pleuré. Pas complètement. Son menton tremblait. Ses mains agrippaient la grille en fer, comme si l'apprentissage pouvait d'une manière ou d'une autre être absorbé à travers le métal froid. Ethan la regarda fixement et quelque chose de froid s'enroula autour de sa poitrine. Anne. Ce nom. Un flot de souvenirs lui est revenu à l'esprit. Des jours oubliés depuis longtemps de sa jeunesse à Charleston, en Caroline du Sud. L'odeur de la tarte au citron. Une fille qui portait des rubans jaunes. Un été de secret. Musique. Une peau qui brillait comme la lumière du soleil sur l'eau sombre. Son nom était aussi Anna. Il l'avait laissée derrière lui. Ils avaient 17 ans. Il avait suivi le chemin pavé par l'héritage et l'argent. Elle? Il ne l'a plus jamais revue. Jusqu'à maintenant. Non, ce n'est pas possible. Mais les mathématiques. L'âge. Les yeux. Sa gorge se serra. Il regarda à nouveau la fille et ne put s'en empêcher. Il ne pouvait pas l'ignorer. Pas cet enfant. Pas ces mots. Ce n'est pas son nom. Le garde lui fit signe de franchir la porte. Le reconnaissant instantanément. Monsieur Caldwell, ils attendent à l'intérieur. Mais Ethan leva la main. Dis-leur que je serai en retard. Il s'agenouilla à côté d'Anna et la regarda dans les yeux. Croyez-vous aux secondes chances? A-t-il demandé. Elle avait l'air perplexe, mais hocha la tête. Alors voyons ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ce n'était pas seulement le début d'une autre matinée. C'était le début de quelque chose qu'Ethan n'avait jamais vu venir. Ethan Caldwell poussa les grandes portes vitrées de la Rose Hill Academy, ses chaussures en cuir claquant contre le sol en marbre poli. À l'intérieur. L'école était exactement comme il s'en souvenait lors de la visite des années auparavant. De hauts plafonds, des colonnes enveloppées de lierre, l'odeur du bois verni et des vieux livres. C'était le genre d'endroit qui murmurait un héritage à chaque craquement de son plancher. Mais ce qui se trouvait à l'extérieur de cette porte il y a quelques instants n'avait pas sa place ici. Non pas parce qu'elle ne le méritait pas. Mais parce que quelqu'un avait décidé qu'elle ne le ferait pas. Monsieur Caldwell appela une voix depuis la réception. Le conseil est dans la salle de conférence. Dois-je vous indiquer le chemin? Ethan n'arrêtait pas de marcher. Pas encore. Je dois parler au responsable des admissions. Tout de suite. La réceptionniste cligna des yeux, visiblement surprise par son ton. Oui, bien sûr. Par ici, monsieur. Elle le conduisit dans un couloir calme bordé de portraits de fondateurs et de bienfaiteurs,
tous avec des sourires figés et des noms de famille familiers. Il leur a à peine jeté un coup d'œil. Son esprit était toujours dehors, près de la porte de fer. Avec une petite fille nommée Anna. Elle ne pouvait pas avoir plus de 7 ans. Pourtant, sa voix portait le poids de quelqu'un qui savait déjà à quoi ressemblait le rejet. Il avait vu des centaines d'enfants franchir les portes de cette école. Confiant. Poli. Aucun d'entre eux n'avait des yeux comme les siens. Des yeux qui savaient attendre. Comment perdre? Et comment espérer de toute façon? La réceptionniste frappa légèrement et ouvrit une porte en acajou. Monsieur Caldwell aimerait avoir un moment de votre temps, mademoiselle Langford. Diane Langford, directrice des admissions. Leva les yeux de son bureau. Composée et nette dans un blazer bleu marine. Bien sûr, dit-elle en se levant. Monsieur Caldwell, c'est un plaisir. Dites-moi. Il l'interrompit en fermant la porte derrière lui. Quelle est votre politique concernant le refus d'entrée des enfants de 7 ans? Diane cligna des yeux, déconcertée. Je ne suis pas sûr de comprendre. Une petite fille nommée Anna. Elle était dehors, en train de pleurer, parce qu'elle n'avait pas le droit d'entrer. Sa mère ne pouvait pas payer les frais restants, alors quelqu'un lui a dit de rentrer chez elle. C'était toi. Diane se redressa et ajusta ses lunettes. Monsieur Caldwell. Nous avons mis en place une procédure. Rose il est fier de maintenir l'excellence académique et de veiller à ce que les familles respectent leurs engagements. La responsabilité financière en fait partie. Elle a 7 ans. Je comprends et nous compatissons. Mais nous avons aussi des listes d'attente et des obligations envers d'autres élèves. Le parent a été informé à plusieurs reprises de la date limite de paiement. Nous ne pouvons pas. Elle a 7 ans, répéta Ethan, plus doucement cette fois. Et elle se tenait devant ce bâtiment. Croyant que son rêve était terminé, non pas parce qu'elle n'était pas assez intelligente, mais parce qu'elle était trop pauvre. Les lèvres de Diane se pressèrent. La mère n'a pas répondu à nos 3 dernières lettres ou appels. Nous ne pouvons pas admettre d'étudiants sans inscription complète, cela créerait un précédent. Ethan la regarda pendant un long moment. Puis je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant vers la rue. Une légère bruine avait commencé à tomber. La porte en fer était à peine visible sous cet angle. Le souvenir de la voix d'Anna s'accrochait à la vitre comme du brouillard. Et si, dit-il lentement. Vous n'aviez pas à vous soucier des précédents? Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Et si je la parrainais? Elle a payé ses frais. Discrètement. Pas de vote au conseil d'administration. Pas d'annonce. Un seul enfant. Une seule chance. Diane hésita. Eh bien, si elle avait un bienfaiteur confirmé, cela changerait les choses. Bien. Dit-il en se tournant vers elle. Alors, considère-la comme inscrite. Alors qu'il entrait dans le couloir, son téléphone vibra. Un message de son assistant. Le conseil attend. Dois-je reporter ou reporter mon rendez-vous? Il a tapé un mot en retour. Retard. Il se dirigea à nouveau vers la porte d'entrée, son esprit s'emballant. Les questions montaient comme une marée. Pourrait-elle vraiment être sa fille? L'âge s'est aligné. Le nom. Les yeux. Mais même si elle ne l'était pas. Est-ce que cela avait de l'importance? Dehors, Anna était toujours là. Assise sur le muret de pierre près du jardin, donnant des coups de pied et regardant les gouttes de pluie frapper ses chaussures. Ethan s'agenouilla à côté d'elle. Devine quoi, dit-il doucement. Tu vas à l'école aujourd'hui. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Mais ils ont dit. Je leur ai parlé, sourit-il. Ils ont changé d'avis. Elle le regarda longuement. Comme si elle essayait de décider si le monde avait soudainement basculé ou si elle avait simplement eu de la chance pour une fois. Pourquoi m'as-tu aidé? Demanda-t-elle doucement. Il marqua une pause, puis dit. Parce que parfois, les adultes oublient ce que ça fait d'avoir 7 ans. Elle fit un geste vers l'autre bout de la pièce. Vers une fille silencieuse avec un appareil dentaire et un regard large et curieux. Émilie, est-ce que ça te dérangerait de laisser Anna s'asseoir à côté de toi? Émilie sourit et hocha rapidement la tête. Anna s'approcha, ses chaussures grinçant doucement sur le carrelage. Elle s'assit. Posa son sac à côté d'elle et croisa soigneusement les mains sur ses genoux.
Les chuchotements ont commencé en quelques secondes. Qui est-elle? D'où vient-elle? Tu as vu cet homme? Il avait l'air important. Miss Delaney frappa une fois dans ses mains, brusquement. Ça suffit. Retournez à vos cahiers de maths. Les enfants grognèrent. Mais se retournèrent à contre-cœur pour leur travail. Mademoiselle Delaney se dirigea vers son bureau, sans toutefois s'éloigner d'Anna. Quelque chose clochait dans la situation. La façon dont la jeune fille était entrée. L'adulte mystérieux qui avait parlé avec autorité, mais sans titre clair. Ce n'était pas comme ça que les choses se passaient à Rose Hill. Et dans une école où le pédigré comptait presque autant que les résultats aux examens, tout ce qui n'était pas annoncé était suspect. Ethan resta un moment à la porte, observant Anna s'installer. Elle lui jeta un regard, juste un. Leurs regards se croisèrent, et il la rassura d'un léger hochement de tête. Puis il se retourna et s'éloigna, le cœur partagé entre fierté et inquiétude. Pendant la pause déjeuner, Mademoiselle Delaney a passé un appel discret depuis son bureau. Admission, voici Diane. Diane, voici Marjorie Delaney. J'ai une nouvelle élève dans ma classe. Anna. Juste Anna. Pas de nom de famille sur la liste. Elle est arrivée ce matin avec un homme qui prétendait avoir été admise. Oh oui, répondit Diane d'une voix sèche et lasse. C'était une décision de dernière minute. Monsieur Caldwell a insisté. Il la parraine personnellement. Mademoiselle Delaney marqua une pause. Caldwell, comme Ethan Caldwell? Celui-là même. Je vois. Elle n'en dit pas plus. Mais après avoir raccroché, son esprit commença à tourner. Elle connaissait Ethan Caldwell de réputation, un milliardaire, très discret, rarement vu en public. Que faisait-il à faire entrer un enfant inconnu dans sa classe? Dans le couloir, Anna était assise seule sur le banc près de la fontaine. C'était la récréation. Mais elle n'avait pas participé aux jeux extérieurs. Émilie l'avait invitée, mais Anna avait poliment décliné. En vérité, elle ne savait pas jouer. Pas avec eux. Pas ici. Elle avait besoin de temps. Un garçon aux cheveux gélifiés et portant une chemise à col épaissé, flanqué de deux autres étudiants. « Salut », dit-il en s'arrêtant. « C'est toi la nouvelle ?» Anna hocha la tête. « Mon père disait que les enfants pauvres n'avaient généralement pas accès à ce centre, a-t-il poursuivi. Peut-être que vous êtes un cas de charité. » Elle ne répondit pas. Elle baissa les yeux vers ses baskets. Le garçon haussa les épaules et s'éloigna. De retour à son bureau, Mademoiselle Delaney fixait son écran d'ordinateur, mais ne lisait rien. Ses pensées étaient ailleurs. Elle se souvenait d'une histoire vieille de plusieurs années, une jeune fille noire avait poursuivi la ville en justice pour pouvoir fréquenter une école privée. La situation avait dégénéré. Public. Les écoles n'aimaient pas les scandales. Elle tapota son stylo contre le bureau. Quelque chose clochait. À la fin de la journée. Alors que les parents arrivaient dans des voitures polies et des SUV teintés de noir, Ethan attendait tranquillement de l'autre côté de la rue. Anna émergea, petite et stable, et traversa vers lui. « Comment c'était » demanda-t-il. « Ils m'ont beaucoup regardé » dit-elle sans amertume. Mais ça allait. Il ouvrit la portière de la voiture et l'aida à monter. Alors qu'il s'éloignait. Il la regarda dans le rétroviseur. « Tu sais » dit-il doucement, « certaines personnes vont être curieuses à ton sujet. Peut-être même un peu méchantes. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. » Anna leva les yeux. « Tu n'es pas ici parce que quelqu'un a eu pitié de toi. Tu es ici parce que tu as ta place. » Elle ne répondit pas. Mais la façon dont elle appuya sa tête contre la vitre un peu moins tendue qu'avant lui indiqua qu'elle l'avait entendu. Ce soir-là, Mademoiselle Delaney était assise à sa table de cuisine avec une tasse de tisane à la camomille. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Le passé d'Ethan Caldwell n'était pas vraiment public, mais un article attira son attention. Une histoire d'amour entre adolescents se termine discrètement alors que la richesse divise deux avenirs. Il y avait une photo. Vieille, mais reconnaissable. Elle reconnut la fille. Son nom était aussi Anna. Sa peau. Son sourire. Mademoiselle Delaney retint son souffle. Elle relut l'article, puis revint à sa liste de cours. Juste Anne. Pas de nom de famille.
Un nœud s'est formé dans son estomac. Elle savait quelque chose maintenant. Et des secrets comme celui-là ne restaient jamais bien longtemps secrets. La salle de conférence de l'association des parents d'élèves de la Rose Hill Academy était habituellement un lieu de diplomatie discrète et de sourires soignés. Des félicitations encadrées ornaient les murs. Le café était toujours bio. Mais aujourd'hui, l'air était tendu, le genre de calme qui précède les tempêtes. Ethan Caldwell entra seul. Vêtu avec élégance d'un costume gris anthracite, sans se laisser déranger par les yeux plissés qui le suivaient. Il avait été convoqué et non invité par la présidente de l'association des parents d'élèves, Meredith Luring, sous prétexte d'une brève discussion. Mais Ethan avait bâti des empires en sachant quand une pièce était contre lui. Monsieur Caldwell, salua Meredith en se levant avec une élégance plus froide que polie. Merci de vous joindre à nous. Avec plaisir, répondit calmement Ethan. Il a pris place à la table ovale, entouré d'une douzaine de parents, la plupart âgés de 40 à 50 ans. Dont beaucoup étaient reconnus, des gestionnaires de fonds spéculatifs, des dirigeants de médias, des donateurs testamentaires. Nous avons appris, commença Meredith, que vous avez personnellement organisé l'inscription d'un nouvel élève. Anna. C'est exact? C'est vrai, dit Ethan en joignant les mains. Sans préavis. Sans examen. Et en dehors du cycle d'admission standard. J'ai entièrement pris en charge ses frais de scolarité. L'école a accepté. Oui. Mais Rose Hill n'est pas qu'une simple transaction commerciale. Dit Meredith avec un sourire crispé. C'est une communauté. Et les communautés se construisent sur la transparence. Je suis d'accord, répondit Ethan. C'est pourquoi je trouve cette rencontre si fascinante. Quelques rires murmuraient autour de la table, nerveux et de courte durée. Un autre parent, Thomas Wakefield, s'est penché. Nous demandons simplement, qui est cette fille? D'où vient-elle? Et quel est exactement son lien avec vous? Ethan marqua une pause. Il sentait le poids de leurs suppositions peser sur lui. Leur malaise ne venait pas des origines inconnues d'Anna, mais de son identité noire, inconnue et introuvable par leurs canaux privilégiés. C'est quelqu'un qui mérite d'être ici, dit-il doucement. Ce n'est pas de cela dont nous débattons, rétorqua Meredith. C'est le processus. Rose Hill a toujours veillé à une sélection rigoureuse des lignées. Ethan l'interrompit. Ne prétendons pas que c'est une question de paperasse. Un silence s'installa. Vous posez cette question parce qu'elle ne ressemble pas à vos enfants. Parce qu'elle n'est pas arrivée avec un nom de famille qu'on retrouve sur les plaques d'anciens élèves. Meredith se déplaça, visiblement mal à l'aise. Monsieur Caldwell. S'il vous plaît. Non, dit-il, la voix montant juste assez haut pour attirer l'attention. Laissez-moi vous poser une question. Si j'avais inscrit mon filleul, William, dont le père jouait au tennis avec la moitié de ce tableau, vous seriez-vous soucié de la procédure? Personne n'a répondu. C'est ce que je pensais. Ethan se leva lentement, ajustant sa veste. Anna reste. Elle aura toutes les chances de ses enfants. Et si quelqu'un, professeur, parent ou autre, la rabaisse d'être ici? J'utiliserai tous les moyens juridiques et financiers à ma disposition pour la protéger. La réunion ne s'est pas terminée par des applaudissements, ni par un accord, mais par un lourd silence qui la suivit dans le couloir comme une ombre. Pendant ce temps, en classe, Anna dessinait pendant le moment de silence. Son dessin représentait un arbre aux branches larges et ouvertes, sous lequel se trouvait un banc. Elle s'était dessinée assise, seule, et à côté d'elle. Une silhouette aux yeux bienveillants et portant une cravate. Émilie jeta un coup d'œil. « Qui est-ce » murmura-t-elle. Anna sourit, mais ne répondit pas. Plus tard dans la journée. Mademoiselle Delaney s'approcha d'Ethan qui l'attendait sur le perron. Son expression était indéchiffrable. Elle s'adapte bien, a-t-elle dit. Mais il y a eu des questions. De la part des enfants. Et des parents. Ethan hocha la tête. Je m'y attendais. Pardonnez-moi, dit-elle prudemment. Mais j'enseigne depuis assez longtemps pour savoir quand un enfant porte plus qu'un sac à dos à l'école. Et Anna, elle porte autre chose. Il la regarda, puis détourna le regard. Elle porte le poids d'être observée. Jugée. Mademoiselle Delaney hésita. Puis-je vous poser une question personnelle? Vous pouvez demander, dit-il.
Elle ressemble à quelqu'un que j'ai vu sur une vieille photo. Une fille nommée Anna. De Caroline du Sud. Tu ne. Je le ferai, dit doucement Ethan. C'était quelqu'un que j'aimais et que j'ai perdu. Mademoiselle Delaney expira lentement. Alors c'est Anna. Je ne sais pas encore, admit-il. Mais j'ai bien l'intention de le découvrir. L'enseignante regarda vers la cour de récréation où Anna chassait maintenant les feuilles, son sourire enfin libéré. Elle mérite la vérité. Moi aussi, dit Ethan. Ce soir-là. Il retourna à son appartement et sortit une boîte verrouillée du fond d'un placard. À l'intérieur se trouvaient des lettres scellées, non ouvertes. Non envoyées ou écrites à une jeune fille nommée Anna plus de 25 ans auparavant. Il en prit un et le lut pour la première fois depuis des décennies. L'encre avait disparu, mais le regret, lui, était resté. Il regarda par la fenêtre, la ville s'étendant sous lui, et ne pensa pas aux affaires ou à la réputation, mais à l'héritage. Pas le genre écrit dans des registres ou du granit. Mais celui qui se tient aux portes avec de l'espoir dans les yeux et qui dit « S'il vous plaît, laissez-moi entrer ». Il n'avait pas parlé à voix haute depuis plus de 20 ans. La lettre qu'il contenait était une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Il l'avait écrite la veille de son départ pour Stanford, à 19 ans, déchirée entre ambition et amour. Elle lui avait demandé de rester, l'avait supplié d'ignorer la pression de ses parents, de leur monde si douloureusement différent. Il n'était pas resté. Maintenant. Sa fille serait peut-être assise dans sa voiture tous les après-midi, posant des questions avec un regard que ses mots n'avaient pas encore saisi. Il avait besoin de réponses, pas de suppositions. Pas de peut-être. Il ouvrit son ordinateur portable et chercha à nouveau, plus attentivement cette fois. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver une piste, un nom, Claire Reynolds. 32 ans, infirmière diplômée, Bronx, New York. Il le lut 2 fois, puis se pencha en arrière, digérant. Claire, une sœur, une cousine ou une fille. Il attrapa son manteau. Le bâtiment était modeste, des briques rouges, avec un petit perron et une sonnette cassée. Ethan frappa 2 fois. Quelques secondes s'écoulèrent avant que la porte ne s'ouvre. Révélant une femme en blouse bleue, les clés à la main, le regard fatigué. « Oui » demanda-t-elle prudemment. « Claire Reynolds » demanda Ethan. « Je m'appelle Ethan Caldwell. Je crois que vous êtes la mère d'Anna. » Ses yeux s'embrasèrent instantanément, non pas parce qu'elle la reconnaissait, mais parce qu'il y avait quelque chose de plus ancien à un mur dressé par réflexe. « Qui te pose la question ? » « Je crois que je suis peut-être son père, dit-il doucement. Claire resta silencieuse un long moment. Son souffle s'arrêta visiblement, sa main lâcha la poignée de la porte. « Vous devez partir, dit-elle. Maintenant, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour l'emmener. Je ne cherche pas à causer de problème. Je veux juste comprendre. » Claire sortit et referma la porte derrière elle. On ne peut pas revenir 7 ans plus tard et demander de la compréhension. Je l'ignorais, dit Ethan. Je ne savais pas qu'elle existait. Claire rit, mais son rire était amer et plat. C'est ce qu'on dit tous. De qui Anna a-t-elle été nommée? La mâchoire de Claire se crispa. Son deuxième prénom est Grace, n'est-ce pas, poursuivit-il. Anna Grace, comme sa grand-mère. Anna était mon premier amour. Ta mère, n'est-ce pas? Claire le fixa du regard, la vérité se répandant sur son visage comme une fissure dans la glace. Sa voix baissa. Comment m'as-tu trouvé? Je l'ai trouvée, dit-il. Anna, ta fille. Elle était à Rose Hill, à la porte. Claire se détourna, les bras croisés sur la poitrine. Je ne pouvais pas payer le reste. J'avais déjà pris 3 heures supplémentaires. Ce n'était pas suffisant. Je lui ai dit d'attendre dehors pendant que je réfléchissais à ce que j'allais dire à l'école. Elle m'a dit, dit doucement Ethan, qu'il ne la laisserait pas entrer parce qu'elle était pauvre. Claire s'essuya la joue, faisant comme si c'était juste le vent. J'ai tout payé. Elle est là maintenant. Claire lui fit face à nouveau. Pourquoi? Par culpabilité? Non, répondit Ethan, par instinct, par quelque chose que je ne peux pas encore expliquer. Je ne suis pas venu ici pour perturber ta vie, Claire. Je suis venu parce que je ne peux pas l'ignorer. Elle me regarde comme le faisait autrefois sa grand-mère. Avec des questions qu'elle est trop jeune pour poser.
Claire baissa les yeux. Elle ne sait rien. Je ne te demande pas de changer ça. J'aimerais juste faire partie de sa vie. Même si c'est juste en retrait, discrètement. Elle n'a pas besoin de plus de confusion. Elle a besoin de gens qui ne disparaissent pas. Cela fit mouche. Claire hocha lentement la tête. Je ne sais pas ce que tu veux, Ethan. Il soupira. J'ai peut-être envie d'une seconde chance. Après un silence, elle déverrouilla la porte et rentra. Vous pouvez entrer. Mais juste pour discuter. Ils s'assirent à une petite table de cuisine. L'appartement était propre mais modeste, des photos d'Anna sur le réfrigérateur, des dessins au crayon scotchés au mur. Une pile de factures impayées près du grille-pain. J'avais 25 ans, dit Claire doucement. Je ne savais pas comment te l'annoncer. Maman venait de mourir. J'ai découvert que j'étais enceinte 6 semaines plus tard. Tu étais en couverture de Forbes. Ethan ferma les yeux. Je ne voulais pas de ton argent, ajouta-t-elle rapidement. Et je ne voulais pas de ton nom. Je voulais la protéger, elle et moi. Tu me détestes, demanda-t-il. Claire ne répondit pas tout de suite, puis murmura, premièrement. J'ai détesté ce que tu as laissé. Ils restèrent assis en silence. Le réfrigérateur ronronnait, une sirène hurlait faiblement au loin. Je ne sais pas quoi faire, admit Claire. On n'a pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, mais elle posera des questions. Alors, je serai là quand elle le fera. Claire le regarda pour la première fois. Elle n'avait pas l'air en colère ni sur ses gardes, elle paraissait fatiguée, mais ouverte. J'y réfléchirai. Ethan hocha la tête. C'est tout ce que je peux demander. En quittant l'appartement et en regagnant sa voiture, la ville lui parut différente, plus grande, plus lourde, mais ses pas lui parurent plus légers. Dans le rétroviseur, il aperçut un dessin d'enfant qu'Anna avait laissé sur la banquette arrière, 3 bonhommes allumettes se tenant la main sous un arbre. Il sourit, puis démarra. Sans savoir exactement ce qui allait suivre, mais certain d'y arriver enfin. Anna était assise au bord du bac à sable pendant la récréation, traçant des lignes dans la terre avec un bâton. Ses camarades hurlaient et riaient derrière elle, se poursuivant à chat, mais elle ne les rejoignait pas. Elle ne l'avait pas fait de toute la semaine. « Pourquoi tu ne joues pas ?» demanda Émilie en s'agenouillant à côté d'elle. Son appareil dentaire brillait au soleil. Anna haussa les épaules. « Ils ne veulent pas vraiment que je joue. »« Ce n'est pas vrai, » dit Émilie. Mais sa voix manquait de conviction. Anna ne répondit pas. Elle observa les professeurs près des marches de l'école, surtout mademoiselle Delaney, qui l'observait plus souvent ces derniers temps. Pas méchamment, mais avec cette attitude adulte, comme s'il pensait à quelque chose qu'il ne voulait pas dire à voix haute. Au déjeuner, les murmures revinrent. J'ai entendu dire qu'elle n'avait pas de père. Non, j'ai entendu dire que l'homme qui l'a amenée est super riche. Alors pourquoi porte-t-elle les mêmes chaussures tous les jours? Anna mangea son sandwich lentement, les yeux fixés sur la table. Ces mots ne lui faisaient plus aussi mal qu'avant, non pas parce qu'ils ne faisaient pas mal, mais parce qu'ils commençaient à signifier autre chose, quelque chose de plus profond. Il y avait une part de vérité en eux. Le lendemain, après l'école, elle monta à l'arrière de la voiture d'Ethan. Comme elle le faisait depuis 2 semaines. Il la soulevait toujours discrètement, avec un sourire chaleureux et une brique de jus de fruits dans le porte-gobelet. Mais aujourd'hui, sa voix provenait de la banquette arrière, basse et directe. « Es-tu mon père ?» Ethan ne se retourna pas tout de suite. Sa main se figea sur le levier de vitesse. La voiture était immobilisée. « Qu'est-ce qui te fait poser cette question ?» finit-il par dire d'une voix posée. « Parce que les gens parlent, » dit Anna, « et parce que tu me regardes comme si tu me connaissais déjà. » Il se retourna lentement. « Je ne sais pas encore, ma chérie, mais j'essaie de le savoir. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi maman ne me l'a-t-elle pas dit? Elle seule peut m'expliquer ça. » Anna croisa les bras. Ce serait plus simple si quelqu'un disait simplement la vérité. Ethan hocha la tête. Oui, ce serait le cas. Ils roulèrent en silence un moment. La ville défila. Graffiti, vitrines, bus au visage fatigué aux fenêtres. Lorsqu'ils atteignirent l'immeuble, Claire attendait déjà à la porte. Anna descendit et courut vers sa mère sans un mot. Claire adressa un bref hochement de tête à Ethan, mais son regard scruta celui d'Ethan en silence,
lui demandant si les choses se déroulaient plus vite que prévu. Il hocha la tête. Oui. Mais pas encore d'effet. Cette nuit-là, Claire s'assit au bord du lit d'Anna tandis que la petite fille serrait fort un ours en peluche dans ses bras. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Anna. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement la douleur sourde d'un enfant qui essaie de comprendre la trahison. Claire lissa la couverture sur elle. « Parce que j'avais peur. Je pensais que te protéger signifiait faire simple. Mais rien ne semble simple maintenant. Je sais. » Claire murmura, « Et je suis désolée. » Anna resta silencieuse un long moment, puis dit. « Je l'aime bien. » Claire sourit. « Moi aussi. » À l'école, Mademoiselle Delaney a rencontré la directrice en privé. Son expression était sombre. On parle beaucoup d'Anna, d'Ethan Caldwell. Parmi les élèves, et même parmi quelques parents, a-t-elle dit. La directrice soupira. On allait en arriver là. Officiellement, on fait quoi? Rien. Officieusement, on fait attention. Les enfants peuvent être cruels quand ils sentent la différence et ils l'étaient. Vendredi, quelqu'un avait laissé un mot plié dans le casier d'Anna. À l'intérieur, on pouvait lire. Tu n'as rien à faire ici. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle le garda. Elle ne le montra ni à Émilie ni à son professeur. Elle le plia plus fort et le glissa dans son sac à dos. Au fond de son livre de maths et de sa boîte à lunch. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Delaney la trouva assise seule dans la salle d'art, en train de colorier à l'extérieur des lignes d'un arbre. « J'ai entendu dire que tu étais silencieuse, » dit doucement la maîtresse. « J'aime bien qu'à, » répondit Anna. « Le silence, c'est bien, » dit Mademoiselle Delaney. Mais la tristesse n'aime pas toujours rester silencieuse. Anna ne répondit pas. Elle demanda plutôt, « Connaissais-tu ma mère ?» Mademoiselle Delaney cligna des yeux. « Ta mère ?» Elle s'appelait Anna aussi? La fille dit, « C'est ce que tout le monde dit. » Mademoiselle Delaney s'assit à côté d'elle. C'était une belle personne, forte et douce, un peu comme toi. Anna sourit faiblement. L'aimait-elle? Beaucoup, dit Mademoiselle Delaney, et je crois qu'il l'aimait aussi, mais la vie ne laisse pas toujours l'amour simple. Anna fixa l'arbre qu'elle coloriait, puis dit très doucement, je crois que je suis prête à connaître toute l'histoire. Mademoiselle Delaney posa doucement une main sur la sienne. Alors? Il est peut-être temps que quelqu'un le dise. Cette nuit-là, Ethan reçut un appel. Elle est prête, dit Claire au téléphone. À tout savoir. Il se tenait sur le trottoir sous la pluie. Tenant une pancarte en carton sur laquelle était écrit. J'ai juste besoin de rentrer à la maison. La plupart des gens sont passés par là. Certains évitaient elle. Contact visuel. Certains ont sorti leur téléphone. En faisant défiler sa douleur. Mais une femme. Dans un manteau rouge. Arrêtez. Elle ne lui a pas demandé pourquoi il était sans abri. Je n'ai pas demandé. Ce qu'il avait fait pour arriver ici. Elle a juste demandé. Où est la maison? Il a chuchoté. Memphis. Elle a demandé. Est-ce que tu as quelqu'un là-bas? Il hocha la tête. Ma fille. Elle lui a tendu une tasse de café chaud. Je lui ai dit d'attendre. Elle a disparu dans la pharmacie. Quand elle est revenue. Elle avait un ticket de bus. Un repas. Et quelque chose. Ce de plus inattendu. Espoir. Il a regardé le billet. Sa main tremblait. Personne n'a fait ça pour moi depuis des années. Elle sourit. Quelqu'un l'a fait pour moi une fois. Je le transmets simplement. Le laine. Demain. Il est monté dans ce bus. J'ai dormi toute la nuit. Je me suis réveillé au soleil et au son d'une station familière. Il est descendu. Elle était là. Sa fille. Maintenant adulte. Les yeux écarquillés. Elle n'a pas hésité. Elle a couru vers lui. Elle l'entoura de ses bras. Il la tenait comme si sa vie en dépendait. Je pensais t'avoir perdu. Elle a chuchoté. Il a répondu. Je me suis retrouvé. À cause d'un inconnu en manteau rouge. Parfois. Le miracle n'est pas ce que vous recevez.
C'est ce que vous devenez lorsqu'elle. Qu'un croit à nouveau en vous.